Le Grand Canyon est l'un des sites les plus étudiés au monde. Pourtant, caché en son sein se trouve une région où aucun visiteur n'est jamais autorisé à pénétrer. Avez-vous déjà entendu parler de la grotte du Grand Canyon? Elle ne figure pas sur les cartes publiques et son accès est interdit par arrêté fédéral. Voilà donc une histoire fascinante au Grand Canyon. Depuis des décennies, les gardes forestiers signalent des pannes de matériel, des drones disparus et d'étranges lumières clignotantes au cœur des falaises, là où personne n'est censé se trouver. Le Grand Canyon recèle des secrets que beaucoup de gens n'ont pas vraiment révélés. Ces régions étaient discrètement classées comme zones interdites, mais récemment, une équipe de scientifiques a reçu l'autorisation exceptionnelle d'y pénétrer. Et ce qu'ils ont découvert au plus profond du canyon a stupéfié le monde. Une zone où personne n'osait s'aventurer. Au cœur du Grand Canyon se cache un lieu dont la plupart des visiteurs n'ont jamais entendu parler. Il s'agit d'une portion de falaise si instable et isolée que même les responsables du parc en parlent avec prudence. Les gardes forestiers l'appellent la zone interdite. Les falaises s'élèvent presque à la verticale, leurs faces marquées de profondes fractures et cicatrices laissées par des éboulements incessants et de puissantes rafales de vent. D'après les archives du parc, la dernière descente officielle s'est soldée par un drame lorsqu'un éboulement soudain a emporté l'un des grimpeurs. Un rocher l'a heurté à l'épaule et l'a plaqué contre la falaise, déchirant son harnais et lui fracturant plusieurs côtes avant que la ligne de vie ne cède. L'équipe est parvenue à le remonter, mais le sauvetage a duré des heures et leur matériel avait été détruit au pied de la paroi. Les autorités du parc national classent cette zone interdite à la fois comme un risque géologique et un site culturel protégé. Les falaises y sont sujettes à des éboulements soudains et le sol en contrebas est jonché de vestiges d'expéditions précédentes. D'après des rapports de sécurité interne, même de légères vibrations pourraient provoquer des éboulements massifs. Les tribus locales ont également demandé le maintien de la fermeture de la zone, invoquant des traditions ancestrales liées à ce qu'elles appellent le lieu d'émergence, un endroit considéré comme l'une des entrées du monde souterrain décrites dans les récits oraux Hopi et Havasupai. Les Hopi et les Havasupai sont des peuples autochtones de la région du Grand Canyon dont les ancêtres vivent depuis des siècles autour de ces falaises et de ces rivières. Selon ces récits, les premiers êtres humains seraient sortis de terre par des ouvertures dans le canyon et auraient reçu l'ordre de ne jamais y retourner. Pour les anciens des tribus, cette région est un lieu sacré où la frontière entre les mondes est ténue et troublante. Elle risque de réveiller des forces qui devraient rester enfouies. Le mot égyptien ancien Tuat ou Duat désigne le monde souterrain où l'on va après la mort. À la fin du 20e siècle, seules quelques équipes scientifiques avaient tenté d'atteindre cette zone. Les premiers rapports mentionnaient des à-pics abrupts surgissant sans prévenir. Une expédition d'alpinisme menée dans les années 1990 a dû rebrousser chemin après un éboulement qui a failli coûter la vie à un ennemi. Après cela, la zone interdite du canyon est devenue l'un des derniers endroits que personne n'osait étudier. La situation a changé début 2024 lorsqu'une équipe de recherche multidisciplinaire a reçu une autorisation exceptionnelle pour explorer la zone, suite à une série de petits effondrements près du cours d'eau qui ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité. Les autorités du parc ont approuvé une étude de stabilité géologique. L'équipe comprenait des géologues, des climatologues et des cartographes de plusieurs universités. Leur mission consistait à analyser les phénomènes d'érosion et les fractures de stress à l'aide de scanners LAR et de caméras spectrales de pointe, capables de capturer des données dans des endroits inaccessibles en toute sécurité. Pendant des semaines, les relevés semblaient normaux. Les écrans affichaient les couches rugueuses habituelles de calcaire et de sédiments. Le logiciel a ensuite effectué un scan d'une paroi rocheuse du nord et de faibles arches ont commencé à apparaître dans les données. Les formes étaient symétriques et si précises, brillant sur l'écran comme le contour de pièces cachées. Au début, les scientifiques ont soupçonné une erreur de calibration. Lorsque plusieurs appareils ont confirmé les mêmes formations, l'attention sous la tente de contrôle est passée de la curiosité à l'incrédulité. Selon les premiers rapports, l'équipe a débattu de l'opportunité d'enquêter immédiatement ou d'attendre des analyses complémentaires. La curiosité l'a emporté. Les préparatifs commencèrent pour une descente contrôlée dans la paroi du canyon afin de confirmer les observations des scanners.
Ils l'ignoraient encore, mais cette décision les mènerait face à quelque chose que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir. La descente dans les chambres cachées. La descente commença avant l'aube. Le canyon était silencieux, hormis le cliquetis du métal et le léger souffle du vent entre les falaises. L'équipe de recherche se tenait au bord du précipice, le regard plongé dans une paroi si abrupte qu'elle semblait plonger directement dans l'obscurité. C'était la zone interdite, l'endroit même que les alpinistes les plus aguerris évitaient. Les scientifiques savaient qu'une simple pierre qui se détache ou une rafale soudaine pouvait tout faire basculer. Ils vérifièrent leurs cordes, testèrent leurs pointes d'ancrage et avancèrent un par un. Toutes les quelques mètres, ils s'arrêtaient pour écouter. C'est incroyable. Cette minuscule entrée donne sur une grotte immense où l'on attend le moindre craquement de pierre. D'après les témoignages, la tension était si palpable que le bruit d'un caillou qui tombait faisait sursauter quelqu'un. Il fallut près de 2 heures avant la première observation importante. Lorsque la lumière du matin frappa la falaise, leurs lampes frontales révélèrent quelque chose d'étrange en contrebas, un léger scintillement sous les couches de roches et de taches minérales. Au début, ils crurent à une simple illusion d'optique due à l'humidité. Mais en concentrant leurs faisceaux lumineux, ils virent 3 arches parfaites sculptées dans la pierre. Elles étaient hautes, lisses et régulièrement espacées. C'était le genre de symétrie que la nature crée rarement. Un des grimpeurs murmura qu'elle ressemblait aux entrées de portes enfouies. Atteindre ces ouvertures n'était pas une mince affaire. L'équipe dut tailler des prises et dégager des siècles de poussière. Le grimpeur de tête rapporta que la surface de la roche était différente, plus dure, plus lisse et plus froide que la falaise environnante. Lorsqu'ils atteignirent enfin la première ouverture, ils fixèrent les cordes et entrèrent avec précaution. La température à l'intérieur chuta brutalement. Leur souffle s'échappait en petits nuages et leur voix résonnait courte et monocorde. L'air était lourd, comme immobile depuis des siècles. À l'intérieur, leurs lampes torches révélèrent des parois d'une apparence inédite, loin de la texture irrégulière et déchiquetée des grottes naturelles. Ces parois étaient lisses et courbes. Leur surface était si douce que la lumière y glissait sans se briser. Cela ne ressemblait pas à de l'érosion, mais plutôt à une sculpture. Un chercheur passa une main gantée le long de la paroi et déclara qu'elle était polie, presque intentionnelle. En s'enfonçant plus profondément, l'espace s'ouvrait sur 3 chambres reliées par un étroit tunnel. La première chambre pouvait accueillir plusieurs personnes debout. La seconde était incurvée vers l'intérieur, à la manière d'un demi-dôme. La dernière pédicelle était plus petite mais s'enfonçait plus profondément dans la roche. Chaque paroi portait de légères rainures, comme des marques d'outils. Certaines étaient à peine visibles, tandis que d'autres se formaient des motifs peu profonds qui se répétaient à intervalles réguliers. Au centre de la plus grande chambre, l'équipe fit une découverte qui suscita l'étonnement général. Mec, regarde cette pièce. Une plateforme en pierre entourée d'un cercle de rochers. Ces rochers n'ont pas été placés au hasard. Elles étaient disposées selon un motif pointant dans la même direction. Mesurées, les chambres s'alignaient presque parfaitement d'est en ouest, comme si elles avaient été conçues pour suivre la course du soleil. Pendant un instant, personne. D'après les rapports de terrain, le groupe resta silencieux, chacun réalisant la même chose. Ce n'était pas l'œuvre de la nature. Quelqu'un l'avait construit. Les murs, les angles, l'agencement, tout respirait de l'ordre. L'un des scientifiques écrivit plus tard qu'entrer dans cet espace lui paraissait étrange. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il semblait habité. Impossible de savoir qui l'avait construit ni depuis combien de temps il était caché. L'air était sec et immaculé, pourtant les surfaces semblaient presque neuves. C'était comme pénétrer dans une création qui n'était pas la sienne, confia plus tard un chercheur. Mais qui dit création dit intention, et le premier indice de cette intention se trouvait sur la plateforme elle-même, l'objet qui n'aurait pas dû exister. La plateforme au centre de la chambre paraissait simple au premier abord. Plate et recouverte d'une fine couche de limon, comme tout le reste dans la pièce, elle resta figée, le gant passé sur la surface. Sous la poussière, un objet métallique capta la lumière. L'équipe se pencha, dégageant les sédiments jusqu'à ce que sa forme complète apparaisse. C'était un objet circulaire de la taille d'une assiette en métal, d'une finesse bien trop grande pour être ancien. Sa surface était impeccable, lisse, froide et parfaitement symétrique. Lorsqu'un des alpinistes le toucha, il recula aussitôt.
Le métal était glacé, plus froid que l'air ambiant, comme s'il absorbait la chaleur. Ils le soulevèrent avec précaution du limon compacté. À l'aide d'outils stérilisés, l'équipe le détacha et le déposa sur une surface rembourrée. L'objet semblait avoir été forgé récemment. Bien qu'enfoui sous terre pendant des milliers d'années, sa surface ne présentait ni rouille, ni écaillage, ni ternissement sous la lumière. Au contraire, elle émettait un léger reflet bleuté, semblable à celui de l'acier poli. D'après les notes de terrain, un des géologues murmura qu'il ne pouvait s'agir d'un objet naturel. Il semblait fabriqué et non formé. Pour en avoir le cœur net, l'équipe effectua un test de fluorescence X portable. Une méthode simple pour déterminer la composition chimique d'un métal. Les résultats ont stupéfié tout le monde. Les analyses ont révélé une forte concentration d'arsenic associée à des traces de platine et de nickel. Ce mélange n'est pas présent naturellement dans les roches du canyon. Les teintes brun-orangées suggèrent de la présence de fer ou d'autres minéraux mélangés au calcaire. Cela nécessiterait une chaleur extrêmement élevée et des méthodes de raffinage contrôlées, ce qui n'est possible qu'avec une technologie de pointe. L'équipement a été recalibré à plusieurs reprises, mais chaque analyse a révélé le même résultat. Les données suggéraient que le créateur de cet alliage maîtrisait la métallurgie à un niveau jamais atteint par aucune civilisation ancienne d'Amérique du Nord. Autour de l'objet se trouvaient plusieurs fragments de pierre polie disposés en un anneau lâche. Certains fragments étaient incurvés vers l'intérieur, s'emboîtant comme les pièces d'un cadre brisé. Une section présentait une rainure peu profonde épousant parfaitement le bord arrondi du disque, ce qui laissait supposer qu'elle y avait été placée intentionnellement. Selon les rapports, l'équipe a débattu de sa signification. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel, peut-être une relique sacrée laissée par un peuple ancien. D'autres estimaient qu'il semblait fonctionnel, un élément d'un dispositif ou d'un mécanisme plus vaste, aujourd'hui disparu. Sous grossissement, l'objet révélait des lignes microscopiques à sa surface, de fines rainures droites qui semblaient avoir été gravées avec des outils de précision. Certains membres de l'équipe ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait de gravures ou de marquages par revêtement, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait de traces laissées par une sorte de procédé de façonnage avancé. Quoi qu'il en soit, la perfection de ces lignes troubla tout le monde. Rien ne ressemblait aux outils rudimentaires fabriqués à la main par les civilisations anciennes. Près du bord de la plateforme, l'équipe découvrit des cavités creusées dans le sol de pierre, formant un cercle parfait dont la taille correspondait à celle de l'objet. Cela donna naissance à une nouvelle théorie. La plateforme aurait pu être conçue pour maintenir le disque en place, soit comme élément d'une structure, soit comme support rituel. Cette découverte rendait impossible de considérer ces chambres comme de simples grottes. Elles avaient été construites dans un but précis, et cet objet semblait être au cœur de ce but. Au fil des recherches, l'équipe passa de la curiosité à l'inquiétude. La découverte n'avait plus l'air d'une percée scientifique. Ils avaient le sentiment d'avoir mis au jour un objet étranger à l'histoire humaine telle qu'ils la connaissaient. Le matériau, la précision, la conception, tout indiquait l'existence d'une intelligence qui n'aurait pas dû exister ici. L'un des scientifiques confia plus tard que le simple fait de le tenir lui avait donné des frissons, comme s'il avait touché quelque chose d'une autre époque. Cette découverte obligea l'équipe à reconsidérer l'ensemble du site. Si cet artefact métallique était authentique, alors les chambres interdites du canyon n'étaient pas des formations naturelles. Elles avaient été construites par des mains qui maîtrisaient la science et la symétrie bien avant que de telles connaissances ne soient supposées exister. D'après les rapports, les chercheurs principaux ont contemplé l'objet en silence avant de finalement déclarer « Si c'est authentique, cela remet en question tout ce que nous pensions savoir de cet endroit ». Ils commençaient à peine à saisir la portée de cette découverte. Bientôt, la structure qui les entourait allait révéler que le disque n'était que la partie émergée de l'iceberg, l'architecture dissimulée sous la pierre. La découverte de cet artefact métallique a bouleversé l'approche de l'équipe. Ce qu'ils croyaient qu'être une grotte naturelle leur apparaissait désormais comme une structure construite. Pour la comprendre, ils ont entrepris une numérisation complète de chaque salle à l'aide d'un système de cartographie laser permettant de modéliser en 3D les objets, en l'occurrence les galeries et les escaliers de la grotte. Lorsque les données 3D s'affichèrent sur leurs écrans, les images étaient impossibles à ignorer. Les formes formaient des carrés et des arcs parfaits, s'alignant les uns avec les autres comme s'ils avaient été tracés à la règle.
Chaque angle était net et précis. Les courbes répétaient un rapport précis qui correspondait aux principes architecturaux observés dans les temples antiques d'Égypte et de Mésoamérique. D'après les ingénieurs présents sur place, cette précision était trop extrême pour être due à des outils primitifs ou à une érosion aléatoire. Un examen plus approfondi a révélé quelque chose d'encore plus étrange. Les murs portaient de faibles marques d'outils qui se répétaient de façon rythmique, presque comme une mélodie. Cela suggérait que les bâtisseurs travaillaient ensemble de manière synchronisée, frappant la pierre en séquence selon une direction précise. Cela impliquait l'existence d'un leadership, d'une planification et de connaissances mathématiques bien supérieures à ce que les scientifiques pensaient être le cas pour les premières sculptures nord-américaines. Dans la seconde chambre, les chercheurs ont découvert des taches minérales sur les murs, formant un contour estompé à mi-hauteur. Des analyses ont confirmé qu'elles provenaient d'une source souterraine tarie depuis des milliers d'années. Cela montrait que les bâtisseurs avaient choisi un site ayant accès à l'eau courante, probablement pour la stocker ou la contrôler. D'après certains rapports, des scientifiques pensent que la structure aurait pu servir de réservoir sacré ou d'espace cérémoniel lié au cycle de l'eau. Au fond de la dernière salle, l'équipe a découvert une petite niche abritant une unique dalle de pierre. Sa surface était sculptée de cercles entrelacés, telle une chaîne. Les gravures étaient lisses, identiques et parfaitement régulières. Certains pensent que ce motif pourrait receler une signification codée ou représenter une forme primitive de mathématiques. Lors du scan de la dalle, les distances entre chaque courbe suivaient un rythme répétitif, à l'instar des notes d'une chanson ou des pas d'une danse. Son auteur maîtrisait manifestement les notions de motif, de proportion et de précision. Pour tester l'espace lui-même, un chercheur a émis un appel afin de vérifier l'écho. Au lieu de se disperser, le son revint avec une tonalité douce et régulière. Les murs semblaient conçus pour retenir la résonance, comme si la pièce avait été construite pour contrôler le son. D'après les témoignages, cette constatation laissa l'équipe sans voix. Celui qui a construit ces chambres maîtrisait aussi bien la pierre que l'acoustique. Lorsque l'équipe a étendu ses relevés plus profondément dans la falaise, les instruments ont détecté de faibles signaux inexplicables, les énergies sous le canyon. Lorsque les relevés ont dépassé les chambres principales, les données ont changé de façon inattendue. Leurs instruments ont commencé à émettre un bip lent et régulier, une faible pulsation provenant des profondeurs de la roche. Le phénomène se répétait toutes les 12 secondes de manière régulière et ininterrompue. L'équipe a d'abord pensé à des interférences provenant de leur propre matériel, mais même après avoir tout éteint, l'impulsion a persisté. Le signal provenait de l'intérieur même du canyon, tel un battement de cœur enfoui sous la pierre. En temps normal, les champs magnétiques fluctuent de façon aléatoire. Leurs variations ne sont jamais régulières. Pourtant, ici, les mesures montaient et descendaient avec une précision mathématique. Les mesures effectuées dans la chambre ont révélé une énergie maximale au centre et des valeurs plus faibles en périphérie, comme si un élément interne à la roche produisait un champ magnétique contrôlé. Un chercheur a comparé cette situation à celle de se tenir debout au-dessus d'un générateur souterrain inépuisable. Les théories ont fusé au sein du groupe. Certains pensaient que de l'eau souterraine pouvait circuler à travers des minéraux magnétiques. D'autres estimaient que l'alignement était trop précis pour être naturel. Selon des témoignages non vérifiés, un géophysicien a suggéré que les bâtisseurs auraient pu disposer délibérément des pierres magnétiques, canalisant ainsi l'énergie terrestre dans un cycle répétitif. C'était une idée audacieuse, mais les instruments ne mentaient pas. Pour tester le lien entre le son et le magnétisme, l'équipe installa des haut-parleurs dans la chambre. Ils diffusèrent un son grave et continu et observèrent les relevés. En quelques instants, l'impulsion de la roche commença à diminuer au rythme du son. L'air se mit à vibrer et un bourdonnement sourd emplit la pièce. Pas fort, mais suffisamment profond pour être ressenti dans la poitrine. La chambre entière semblait réagir comme si la pierre elle-même était vivante et à l'écoute. Tandis qu'ils balayaient le plafond avec leurs lampes, un chercheur passa en mode ultraviolet. Et c'est alors que le véritable choc se produisit. De minuscules cristaux incrustés dans le plafond commencèrent à luire d'un bleu pâle. Au début, ils semblaient disposés de façon aléatoire, mais plus ils brillaient, plus le motif devenait net. Les pointes lumineuses formaient des constellations. Comparé aux cartes stellaires, la configuration correspondait au ciel nocturne tel qu'il apparaissait il y a 15 0 ans.
Des analyses ultérieures ont révélé que les cristaux n'étaient pas des formations naturelles issues de la géologie du canyon. Ils étaient artificiels, composés d'un mélange de pierre et de métal fondus et fusionnés sous l'effet d'une chaleur intense. Un tel procédé ne pouvant se produire que dans un environnement contrôlé, il suggère une conception délibérée. Le constructeur de la chambre avait créé une carte stellaire lumineuse, conçue pour réagir à une lumière spécifique, préservant ainsi une image ancienne du ciel nocturne, bien avant que toute civilisation connue n'ait pu la réaliser. Plus l'équipe approfondissait son étude, plus les chambres semblaient réagir au son, à la lumière et aux champs magnétiques. Ils se comportaient moins comme une ruine que comme un système vivant intégré au cœur du canyon. Un chercheur a écrit dans son journal de terrain « On a l'impression d'être à l'intérieur d'un système conçu pour penser. Pourtant, la révélation la plus stupéfiante nous attendait encore au-delà de la dernière paroi. Un passage scellé, intact depuis la formation du canyon, dissimulant quelque chose que l'équipe n'était pas censée trouver, la porte et la révélation. En examinant, à mesure que la lumière s'ajustait, les formes se détachèrent. 2 squelettes humains gisaient côte à côte, à moitié enfouis sous les sédiments. La découverte stupéfia toute l'équipe. Pour un site que l'on croyait intact depuis la nuit des temps, la présence de restes humains était impossible à ignorer. Non loin de là, des traînées sombres recouvraient la paroi. Des analyses ultérieures confirmèrent qu'il s'agissait de charbon de bois. Un symbole circulaire, entouré d'empreintes de mains grossières, était dessiné à la surface. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un motif rituel, tandis que d'autres y voyaient un avertissement, un signe laissé par ceux qui n'avaient jamais survécu. Au fond de la chambre, la caméra du drone révéla autre chose. Une imposante dalle de calcaire bloquait ce qui semblait être un autre tunnel. La surface de la dalle était anormalement lisse, contrairement à la roche rugueuse qui l'entourait. En son centre se trouvait une unique indentation circulaire. La comparaison des mesures prises par le drone avec celles du disque métallique découvert précédemment révéla une correspondance parfaite. Même courbure, même profondeur, même diamètre. La conclusion était incontestable, le disque n'était ni un ornement ni une relique, c'était une clé parfaitement conçue pour s'insérer dans cette encoche. Les images divisèrent l'équipe. Certains voulaient interrompre immédiatement la mission, tandis que d'autres estimaient qu'il était trop tard pour faire marche arrière. D'après les témoignages, le premier grimpeur s'est porté volontaire pour descendre dans la fissure et confirmer la découverte par lui-même. Ce fut une décision imprudente. Après avoir ancré sa corde, il commença à descendre vers l'étroit puits. Un pan de roche se détacha sous ses pieds. Il chuta de plusieurs mètres avant que la corde ne se bloque, lui déboîtant l'épaule. Quelques instants plus tard, un gros rocher s'est détaché du plafond et s'est brisé sur le sol à l'endroit même où l'équipe se tenait quelques secondes auparavant. Le bruit a résonné dans la chambre comme un coup de tonnerre. Un silence de mort s'est installé. Il était clair que la zone était trop instable pour toute nouvelle tentative. Le drone a été rappelé et les images visionnées en silence. Les scans ont révélé de faibles reflets métalliques au-delà de la dalle. Des objets en forme de tiges et de plaques disposés selon une formation précise. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'outils ou de mécanismes, tandis que d'autres soupçonnaient un coffre-fort scellé à la fonction inconnue. Quoi qu'il en soit, il était clair que toute tentative humaine d'y pénétrer serait suicidaire. La chambre s'effondrait lentement et la moindre vibration risquait de faire s'écrouler les parois. La réalité s'imposa peu à peu. L'équipe était face aux vestiges d'une civilisation oubliée depuis longtemps, une civilisation qui avait maîtrisé la construction, la métallurgie et la géométrie des milliers d'années avant que l'histoire ne reconnaisse de telles compétences en Amérique du Nord. D'après des rapports internes non vérifiés, les images ont été cryptées et immédiatement transmises aux autorités supérieures pour examen. Quelques jours plus tard, les responsables du parc ont reclassé la zone en zone interdite en raison de son instabilité géologique. L'accès y a été définitivement interdit. Ce qui se cachait derrière cette porte en calcaire est resté scellé.
Certains pensaient qu'elle recelait la preuve ultime d'une civilisation disparue. D'autres ont averti qu'il contenait quelque chose qu'il ne fallait surtout pas déranger. Quelle que soit la vérité, une chose était sûre. Le canyon n'avait pas encore livré tous ses secrets. La nouvelle de la découverte commença à filtrer discrètement au sein de réseaux de recherche privés, suscitant débat, incrédulité et crainte que ce qui avait été trouvé dans les profondeurs ne bouleverse tout ce que nous pensions savoir de l'histoire humaine. Le silence et l'héritage. Dans les semaines qui suivirent le retour de l'équipe, l'atmosphère autour du projet changea radicalement. D'après les informations recueillies, des agents fédéraux sont arrivés à l'improviste et ont saisi toutes les données de terrain, tous les disques durs et tous les échantillons prélevés sur le site. L'équipe a été informée que le matériel serait examiné à des fins de sécurité et de vérification, mais aucun délai ni aucune explication n'ont été fournis. Les chercheurs pour le public, cela ressemblait à une simple mesure de sécurité. Pour ceux qui s'étaient rendus sur place, c'était un véritable camouflage. En coulisses, le site web et la base de données publique de l'expédition furent discrètement mis hors ligne. Les cartes archivées de la région furent modifiées afin d'en supprimer les accès au site. Même les rapports d'arpentage originaux furent déclarés incomplets. Puis, environ un mois plus tard, une vidéo de 30 secondes fit surface sur un forum confidentiel. On y voyait des fragments de la vidéo prise par drone. Le plafond bleu fluorescent, les squelettes et le mur de calcaire lisse présentant une indentation circulaire. La vidéo se propagea rapidement avant d'être supprimée quelques heures plus tard. Les scientifiques qui la visionnèrent étaient partagés. Certains la croyaient authentique et la qualifiaient de l'une des plus grandes découvertes archéologiques du siècle. D'autres la rejetaient comme un montage, arguant que les détails semblaient trop parfaits. Les agences gouvernementales publièrent par la suite un bref communiqué indiquant que la vidéo avait été modifiée numériquement sans fournir davantage d'explications. Ceux qui avaient participé à la mission savaient que c'était faux. Plusieurs d'entre eux ont discrètement quitté le monde universitaire invoquant des raisons personnelles. D'autres ont refusé les interviews, se contentant de déclarer que la découverte n'était en aucun cas destinée à être perturbée. Dans les mois qui suivirent, les spéculations se sont propagées sur Internet. Certains affirmaient que l'équipe avait mis au jour des preuves d'une civilisation oubliée. D'autres suggéraient que le site était lié à une technologie énergétique ancienne. Des chefs autochtones ont pris la parole, exhortant le gouvernement à protéger les sites sacrés du canyon et soulignant que le lieu avait peut-être été scellé pour une raison précise. Selon plusieurs sources, la zone interdite demeure sous surveillance. Aucun permis n'a été délivré et aucun chercheur indépendant n'a été autorisé à s'approcher du site. Pour les rares personnes ayant vu les images, le souvenir de ce lieu est resté vivace. Un chercheur anonyme a déclaré plus tard « Nous n'avons pas seulement trouvé une structure, nous avons trouvé quelque chose qui se souvenait de nous. On ignore encore si le canyon a été scellé pour protéger l'humanité ou autre chose. À votre avis, que se cache réellement derrière ce mur et pourquoi pensez-vous qu'il est resté secret si longtemps? Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.